Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Giro, pour faire la présentation de l'étape numéro 19 de ce Tour d'Italie 2022. Dernier bloc important, trilogie, qui va déterminer même qui sera le vainqueur de ce Giro 2022. Trilogie en 3 actes. Premier acte aujourd'hui, qui va pas être si facile que ça, hein, avec une étape avec de forts pourcentages du côté de la Slovénie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de cette étape. N'hésitez pas quand vous vous abonnez à la chaîne également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous pouvez mettre également toutes les notifications, c'est un petit peu le Saint Graal. Et pourquoi je vous invite à faire ça? Parce que plus vous cliquez vite sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube. Et sur cette fin de Giro, on ne peut pas dire que j'ai été très régulier sur la mise en ligne des débriefs notamment. Parfois j'ai regardé des étapes un peu tard. Et je m'en excuse également. Étape 19, nouveau passage en Slovénie avec une étape avec encore de forts pourcentages, ce qui a été le résumé de ce Giro. On ne montait pas très haut du côté de l'altitude. Par contre, on allait très haut dans les pourcentages. Je rappelle, 2000 mètres, les 2000 mètres ne seront atteints que samedi, ce qui semble assez dingue sur un Giro où on est quand même plutôt habitué à être au-delà des 1800 mètres à la régulière. Là, ça a été beaucoup plus rare. Mais qu'est-ce qu'on a eu de forts pourcentages sur cette course. Donc une étape qui va faire un petit passage en Slovénie, comme l'année dernière sur le Tour d'Italie. Voilà, il y a des accords, on va dire, financiers entre la Slovénie qui veut mettre en avant le tourisme et les organisateurs du Tour d'Italie. Et on sait que les Italiens, du côté du Tour d'Italie, aiment bien l'argent. Bon, j'ai envie de dire que du côté du Tour de France, il y a des régions de France qui ne voient pas souvent le Tour de France. C'est également pour des raisons financières ou peut-être également des raisons de prestige supposées par Christian Prudhomme. Une arrivée au sommet encore aujourd'hui, belle arrivée au sommet. Particularité là encore, l'arrivée au sommet n'est pas la plus dure de la journée, c'est-à-dire que la montée du Kolovrat sera plus dure que la montée du Santuario di Castelmonte, mais c'est une arrivée, je pense qu'on va pouvoir faire des différences du côté du Kolovrat. Après, il faudra voir si Carapaz ou Hindley, parce que maintenant le match va se jouer entre les deux, peut-être Landa, mais il faudrait quand même qu'ils reprennent une minute, et on voit que le niveau est quand même assez homogène entre les leaders, arrive peut-être à faire la différence dans le Kolovrat et continue son effort pour reprendre un maximum du temps du côté de l'arrivée. On commence tout de suite par le parcours de cette étape entre Marano Lagunare et Santuario di Castelmonte, donc le sanctuaire di Castelmonte, donc c'est peut-être Châteaufort. En italien, je ne sais plus. On commencera en début de journée par un début d'étape plutôt très plat sur les 70 premiers kilomètres pour atteindre la vite de Buja. Buja, je ne sais pas comment on doit le dire en italien. Sprint intermédiaire au kilomètre 55.5. Je pense que l'échappée peut partir assez vite par rapport au dernier jour parce que déjà les coureurs sont fatigués. Donc il y a beaucoup de coureurs qui n'ont plus l'énergie pour aller prendre des échappées. On est quand même dans le dernier week-end de course. Et puis parce que le début d'étape peut permettre de faire assez vite 30 secondes, 45 secondes, 1 minute d'avance et de faire un écart surtout en mètres qui soit trop important. Parce qu'en montée, 30 secondes, c'est 200 mètres. Allez, on va dire, quand il y a des grands pourcentages. Sur du plat, 30 secondes, c'est 600 mètres. Donc autant vous dire que voilà, ça fait quand même pas mal de différence. Donc sprint intermédiaire au kilomètre 55.5. Première montée de la journée qui n'est pas au classement de la montagne, les grottes de Villanova. 4 km 2 à 6,9% de moyenne au kilomètre 76, c'est-à-dire à 100 km de l'arrivée. Va falloir quand même expliquer du côté du Giro. Cette année, on en a déjà parlé on l'a déjà vu ça avec le Passo del Tonale. Pourquoi certaines montées qui, là par exemple la grotte de Villanova, ça peut faire tout à fait une côte, je vais y arriver,
de 4e catégorie ne sont pas au classement de la montagne. Le Passo del Tonale, normalement, ça aurait dû être une côte de 2e catégorie. Je suis assez surpris parce que c'est vrai que pour le maillot Azzurro, ça aurait permis peut-être d'avoir un peu plus de bagarre que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, même si on a eu bon voilà, un Diego Rosa qui a fait les premiers jours de course, puis ensuite Koen Bouwman avec comme adversaire Ciccone, mais bon, l'écart de points désormais trop important, je pense, pour aller chercher Koen Bouwman et Jane ou Carapaz n'iront pas chercher le néerlandais également. Il n'y a plus beaucoup de bagarres dans ce Giro de toute manière. Le parcours était alléchant. Au final, la course aura presque été décevante. Première côte de la journée au classement de la montagne, le Passo di Tanamea. 8 km 9 à 5,5 de moyenne, côte de 3e catégorie au kilomètre 95. C'est-à-dire à 83 km de l'arrivée, donc le Passo di Tamanea. 3 km qui seront difficiles, on va dire au-delà de 6,5%. Voilà, on tourne entre 5, 6,5 et puis 2 km au-delà de 7%. C'est pas si facile que ça. Mais bon, on sera quand même à mi-étape, donc je ne pense pas qu'on démarrera les hostilités. Surtout que la montée juste après fera tellement mal qu'il n'y aura pas besoin de lancer les hostilités à ce moment-là. On traversera la frontière entre l'Italie et la Slovénie grâce à une montée de 2,4 km à 5,8%. On descendra vers Zaga pour atteindre assez vite Cobred, qui est le pied à 124 km de course, donc à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. De la montée la plus difficile du jour, une montée très compliquée en Slovénie. 10 km 3 à 9,1% de moyenne, côte de première catégorie, sommet au kilomètre 134, c'est-à-dire à 44 km de l'arrivée, le Kolovrat. Le Kolovrat, vous allez voir, c'est infernal. On en a vu des montées depuis le début de ce Giro. Le Kolovrat, c'est du costaud. Le kilomètre le plus facile est à 6,1%. Le kilomètre le plus dur est à 11,9%. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 km à plus de 9% de moyenne par kilomètre. Le pourcentage moyen par kilomètre. Donc c'est énorme comme niveau de difficulté. Et comme c'est à 44 km de l'arrivée que les forces commencent à manquer parce qu'on est en 3e semaine de Giro, autant je ne vous aurais pas dit ça si c'était arrivé lors des premiers jours de course, autant là, en 3e semaine de course, on peut tenter de lancer les hostilités de plus loin. Est-ce que Jane Lay ou Carapaz, qui sent que, on va dire, la pédale de manière traditionnelle avec une attaque, on va dire classique, n'arrivera pas à faire la différence, tentera plusieurs attaques pour épuiser son adversaire et pour tenter de le lâcher dans le Kolovrat et ensuite tenter de gagner un maximum de points dans le final. Je rappelle qu'entre les deux, il y a seulement 3 secondes d'écart au départ de cette étape. On continue après le Kolovrat, qui n'est pas la dernière montée de la journée. On va retraverser entre la Slovénie et l'Italie, passer par Tribil Superiore, Ponte San Quirino. On aura une dizaine de kilomètres de plat. Le sprint intermédiaire à Cividale del Friuli. Je rappelle que ce deuxième sprint intermédiaire donne des secondes de bonification, ce qui pourrait donner des idées à un des deux coureurs qui sont en tête du classement. Et ensuite, la montée finale de Sanctuario di Castelmonte, 7 km 3 à 6% de moyenne, côte de 2e catégorie. Ce sanctuaire, il n'y a pas d'énorme pourcentage à part entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 à 7,9. On va dire que les 2 derniers kilomètres sont les plus durs. Mais sinon, ça reste quand même pour des grimpeurs, encore une fois, qui jouent le général d'un grand tour. Je pense qu'il faut mieux attaquer dans le Kolovrat que dans ce Sanctuario di Castelmonte. Donc, je vois bien peut-être des hostilités partir extrêmement tôt dans cette étape. Dernière ligne droite de 1 km et à partir de 500 mètres, pente moins importante pour les derniers kilomètres, les derniers hectomètres de cette étape. Du côté de l'histoire, on va revenir sur le Giro 2021. C'est la première fois que je fais ça sur ce Giro, de revenir sur la course de l'année dernière, mais en même temps des passages en Slovénie. On n'en a pas eu 150 dans l'histoire de la course. Et c'était le cas lors de l'étape 15 avec l'arrivée à Gorizia. La veille, je rappelle qu'on avait eu une arrivée aux Ocolonnes avec la victoire de Fortunato, vous vous souvenez, avec son patron d'équipe, Contador, qui avait fait la fête, on va dire, ce jour-là. Alors, il avait fait un pari, je ne sais plus quel était le pari.
avec Fortunato. Il y avait eu un pari entre... C'était pas... Contador devait faire un pari. Voilà, je ne sais plus c'était lequel. Si vous pouvez me le rappeler dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Bernal, à ce moment-là, est toujours maillot rose. Et puis Romain Bardet était 10e de la course. 147 km avec une étape vallonnée. Et puis après le départ, nous avons un énorme accident, une énorme chute. Comme lors des étapes précédentes. C'est vrai que ce Giro 2021, il est marqué par énormément de chutes lors des départs fictifs ou lors des premiers kilomètres de course. On aura eu Ciccone par exemple. Et là, sur cette étape-là, c'est Josh Van den Baden et surtout Emmanuel Bourman qui sont obligés d'abandonner. Je rappelle que l'Allemand à ce moment-là était 6e du général. Je l'avais complètement oublié que Bourman l'année dernière, sur le Giro, à ce moment-là de la course, était 6e. Ça m'était complètement sorti de la tête. Et puis Beram de la Cofidis et Guerrero également avaient été contraints à l'abandon. Les coureurs, notamment à l'avant du peloton, sont assez énervés, notamment envers les motos. On n'a jamais vraiment su, je n'ai pas souvenir que ça ait été dit, de comment cette chute avait été faite. Enfin, j'ai peu vérifié, pour tout vous dire. Je viens de m'en apercevoir maintenant, mais je ne sais pas si ça avait été dit. Mais les coureurs, on voit très bien les images, énervés, tentant d'éloigner les motos avec des gestes un peu à la Michael Rasmussen. La course va être neutralisée pendant 20 minutes pour évacuer les blessés, pour que le peloton reprenne un petit peu le cours des choses, le fil de cette étape. Et juste après le départ, une échappée de 15 coureurs sort. On voit très bien que le peloton et que beaucoup de coureurs n'ont plus la tête à rouler, sont un peu décontenancés par ce qui s'est passé. On retrouve Harm Van Hoek de Lotto, Stefano Oldani également de cette même équipe, Place van der Berg de la Groupama, Vignoski, Walscheid, Kampenaerts de la Kubeka Assos, Dries de Pont, Oka Riesebeek d'Alpecin, Molano de UAE, Torres, Barcelo, Dario Cataldo de la Movistar, Woke Mollema de la Trek, Quinten Armens d'Intermarché, Simone Consoni de la Cofidis, Niklas Arndt de la DSM. Ces deux derniers sont les coureurs les plus rapides du groupe avec Molano. Derrière, le peloton donc, a fait totalement rideau. Et à 30 km de l'arrivée, l'échappée a 12 minutes d'avance. Autant vous dire qu'il y a vraiment peu de suspense pour savoir que le vainqueur se trouve à l'avant de la course. 22 km de l'arrivée, 3 coureurs arrivent à sortir de ce groupe. On retrouve Kampenaerts, Riesebeek, Albert Torres de la Movistar. Kampenaerts qui profite également du surnombre de l'équipe Kubeka Assos. À ce moment-là, on pense déjà que Kubeka Assos risque quand même de ne pas finir la saison. Ils ont décidé d'anticiper avant la montée du Gornier Serovo, longue de 1,7 km, vraiment une montée de puncher. Il pleut fortement à partir de ce moment-là sur la course dans la montée. Kampenaerts fait le forcing et il va réussir à lâcher Torres, qui était peut-être le plus rapide des trois, même si Riesebeek est quand même pas mauvais également dans ce domaine, dans des petits groupes, surtout face à ces deux coureurs-là. À 3 km, ils ont 10 secondes d'avance sur un quatuor, emmenés notamment par Consoni et Arndt, mais ils ne reviendront pas. On retrouve un sprint à 2 pour la victoire. Kampenaerts emmène, mais à 250 mètres, Riesebeek lance, mais Kampenaerts est trop fort. Riesebeek qui paye peut-être son inexpérience. Kampenaerts, pourtant qui n'est pas un serial vainqueur. Première victoire pour lui en World Tour. Derrière, le peloton arrive avec 17 minutes de retard. Et au classement général, dans le top 10, Bourman disparaît. Et Romain Bardet passe à la 9e place alors que Bernal est toujours en tête du classement général. Et il se rapproche de plus en plus de la victoire sur ce Tour d'Italie. Du côté de la météo, soleil, 27 degrés. On aura parfois des passages nuageux qui seront plus ou moins importants. Il ne devrait pas y avoir de pluie, mais parfois les nuages seront très insistants, donc il faut peut-être se méfier. Vent de sud-ouest entre 15 et 25 km/h de dos jusqu'au premier sprint intermédiaire, puis de côté pendant une grande partie de la journée, sauf du côté du col Ovrat où le vent sera plutôt de face, ce qui pourrait peut-être annihiler les tentatives des leaders. Du côté de la stratégie, soit étape pour baroudeur et grosse échappée avec des coureurs expérimentés dans cet exercice et des très bons grimpeurs,
soit bagarre pour la gagne entre les leaders. Moi, j'ai choisi plutôt la première option à cause du vent de face dans le col of Wrath. Parmi mes pronos, j'ai mis Lorenzo Fortunato qui est quand même assez loin de général, qui pour le moment n'a pas tenté énormément de choses. Jan Hirt qui lui a tenté énormément ces derniers jours mais qui a l'air de finir extrêmement frais dans cette fin de Giro. Ciccone, aujourd'hui il a perdu quand même 3 minutes 30 sur l'étape 18. Et puis Ciccone, on ne l'a pas beaucoup vu, on va dire, depuis 3-4 jours. Donc peut-être qu'il a bien récupéré pour tenter quelque chose aujourd'hui. Et puis en grosse cote, j'ai mis Cepeda, le coureur d'Androni. Mais autant vous dire que j'y crois pas des masses parce que Cepeda, c'est un petit peu l'homme invisible sur ce Tour d'Italie. De toute manière, Androni, on ne peut pas dire que l'équipe nous ait ébloui par son talent lors de ce Giro, comme je dis, assez régulièrement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!